On va plonger dans votre livre, Christophe Barbier, Peuple de colère chez Fayard. Il fallait votre talent d'observateur de notre histoire politique pour réussir à publier un livre à la veille de la colère des agriculteurs. Vous montrez comment la matrice de la révolte traverse les siècles. On regarde ça dans l'invitation de Dario Borgogno et Marco Pommier. Interview juste après. Si on vous invite, Christophe Barbier, ce n'est pas pour votre talent d'éditorialiste politique. Non, ce soir, c'est l'amoureux de l'histoire que nous recevons pour votre nouveau livre « Peuple de colère », 300 pages pour raconter les grognes françaises. Avec cette conclusion, notre ADN est fait d'insurrection. La France s'est faite par un chapelet de révoltes et de temps en temps par une révolte qui réussit, et là on l'appelle révolution. Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste, figure médiatique à l'éternelle écharpe rouge, biberonné très jeune au journalisme politique, à la tête de l'Express pendant 10 ans et auteur d'une dizaine d'ouvrages, des livres politiques bien sûr, mais aussi sur le théâtre, votre passion. Qu'est-ce que tu espères, Christophe? Mais j'espère que nous sommes des acteurs en train de jouer une pièce. De la dramaturgie, il en fallait pour étudier les révoltes passées de notre société. Dans votre dernier livre, vous constatez des similitudes entre les jacqueries du Moyen-Âge et les manifestations sociales de ces dernières années. Alors oui, aujourd'hui, les tracteurs et les gilets ont remplacé les fourches d'hier, mais les affrontements entre le peuple et le pouvoir demeurent. On fait payer aux pauvres les allègements d'impôts des plus riches. On n'est pas contre les taxes, les impôts, tout ça, on comprend. Mais c'est pas possible qu'au bout d'un moment, ce soit toujours les mêmes qui payent. Pour les colères sociales, il y a toujours un démarrage fiscal. On augmente une taxe, on crée un nouvel impôt, comme pour les gilets jaunes. Et c'est vrai des Pitot en 1548 quand on leur impose la gabelle qu'ils ne payaient pas dans le sud-ouest français. Le détonateur fiscal. Des Gaulois réfractaires toujours en ébullition, mais Christophe Barbier sont-ils encore capables de mener une vraie révolution? Réponse, tiens. Je ne crois pas. Je crois justement qu'on aura d'autant plus de révoltes, c'est-à-dire ces colères, ces explosions volcaniques pour un point très précis, sur un territoire précis ou une corporation précise, que l'on n'est plus capable de faire des révolutions. C'est quoi une révolution? C'est cette révolte qui aboutit au changement complet de régime. On remonte, on remonte, on remonte et on fait tomber le roi ou la République. Et ça, je crois que notre pays, pour des raisons démographiques, on est un pays qui vieillit, pour des raisons aussi sociales, on le voit, notre système social fait qu'on a tous quelque chose à perdre, à renverser la table, et donc ce sacrifice-là, il n'est plus possible. Et puis peut-être aussi parce que le pouvoir, il a trouvé quelque chose de formidable, c'est la société de l'entertainment, comme disent les anglo-saxons, de la distraction, avec de la télévision, de la culture, des parcs d'attractions. On finit par distraire le peuple du pain. Les colères sont noyées dans les réseaux sociaux du pain et des jeux. Netflix. Du pain et des jeux, le pain, on le garantit à peu près, on meurt plus de faim dans notre pays, et les jeux, il y en a plus qu'il n'en faut pour se distraire, et je crois que ça, c'est un peu l'antidote aux révolutions. Alors, on va y revenir à la fin de cet entretien. Vous remontez le temps pour raconter donc ces colères qui secouent le pays régulièrement. Ce qui frappe, c'est les correspondances. Ça, c'est forcément toujours très, très surprenant, le passé, le présent qui se répondent. Les Gilets jaunes, 2018 par exemple, c'est la résurrection de la révolte des Cabochiens, 1413. Les voilà, les Cabochiens et les Gilets jaunes. Qu'a-t-il de commun ? Eh bien, ce qu'il y a de commun, c'est d'abord le détonateur fiscal. On augmente une taxe, ça passe pas. Ensuite, c'est pas les plus pauvres, les miséreux qui se révoltent. C'est les gens qui travaillent et qui en ont marre qu'on leur prenne le fruit de leur travail. Les bouchers, à ce moment-là, à Paris, sont une corporation assez prospère, assez décriée, pas très noble, mais prospère. Et là, on veut s'en prendre à leur argent, ils se révoltent. Et puis très vite, on se dit, tiens, en fait, le problème, c'est les institutions. Alors, les Gilets jaunes, c'était le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Les Cabochiens, ça va être l'édit Cabochien. Ils le rédigent avec des juristes, ils ne sont pas les seuls à la manœuvre. On pense pour eux. Et il y a un juriste, par exemple, qui est l'évêque Cochon, qui va être célèbre pour le procès de Jeanne d'Arc, qui travaille aussi sur cette affaire. Et ça donne l'invention d'un nouveau régime qui ressemble à une sorte de monarchie parlementaire. Alors évidemment, la vraie monarchie, elle va arrêter tout ça. Et ça va finir dans le sang et la répression. Les colères agricoles qui rythment l'Ancien Régime. Après, on le comprend toujours, une taxe, la fameuse taxe de trop, de mauvaise récolte. Aujourd'hui, on parle des traités de libre-échange, de la mondialisation, mais le fond des combats reste le même, la guerre des farines. Oui. Turgot, XVIIIe siècle, le rejet du Mercosur,
aujourd'hui. Ah, on y est toujours. Qu'essaye Turgot? Il essaye de libéraliser le commerce du blé. C'est-à-dire, c'est plus l'État qui fixe combien on va vendre et quelle quantité on va pouvoir vendre dans quel territoire. Allez, le marché s'organise. Évidemment, ça tourne mal. D'abord parce qu'il y a des météos différentes entre les régions. Ceux qui ont du blé le gardent en espérant que les cours vont monter. Ça crée des tensions, ça crée même du complotisme. On soupçonne le roi d'être au centre d'une manipulation pour priver le peuple de farine. Et donc, ça donne une contestation contre le libéralisme, qui dure aussi aujourd'hui. Si la France est le pays, dans les sondages, qui déteste le plus le capitalisme, qui se méfie le plus du libre-échange, parfois même plus que des peuples comme la Corée ou les Chinois, eh bien, on le doit à cette mémoire de la guerre des farines. La guerre des farines, quand même, c'est le tout début de la Révolution. Ça ne cesse de s'envenimer de 1775 à 1789, et ça se termine par les Parisiennes qui vont à Versailles réclamer du pain, et elles ramènent à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron. C'est passionnant. On apprend énormément de choses dans cet ouvrage. Alors, la répression a beaucoup évolué. Dieu merci. On ne meurt plus de faim après la guerre des farines, par exemple. Et on massacre plus comme on faisait avant. Alors, il y a des débats légitimes sur l'emploi des LBD ou des grenades lacrymogènes, mais avant, on tuait, on assassinait, on dépeçait, on écartelait, on exposait les membres des révoltés dans tous les coins de la ville. La plus ancienne des colères agricoles remonte à 1358, première jacquerie menée par un paysan, un pauvre paysan, Guillaume Calais. Qui était-il? Guillaume Calais est un paysan d'Île-de-France qui se retrouve un peu contre sa volonté, entraîné à la tête d'une révolte de paysans. Là aussi, parce qu'on veut imposer les provinces. Pourquoi? Pour payer la rançon du roi qui est prisonnier en Angleterre. Et c'est un chroniqueur qui, ne se souvenant pas de son nom, au lieu de l'appeler Guillaume Calais, va l'appeler Jacques Bonhomme. Bonhomme parce que c'était le nom commun des paysans. Et ça va donner Jacques des Jacqueries. Donc vous voyez, ça a marqué toute notre histoire. Aujourd'hui encore, il y a quelques semaines, on parlait de la grande jacquerie des paysans. D'ailleurs, c'est fascinant de voir qu'à chaque fois que le monde rural s'embrase, immédiatement, il y a un soutien de l'opinion. La société se sent tout entière concernée et les pouvoirs publics lâchent du lest. Ils ont peur. Et c'est une continuité. C'est une continuité. Ils savent très bien qu'une colère rurale, ça peut avoir l'appui de l'opinion. Et même si aujourd'hui les paysans ne représentent plus une part importante de la population, ça peut aller jusqu'à la contestation politique. Il n'y a pas si longtemps, dans les années 50, on part du rural et ça donne le mouvement poujadiste. Dans les années 30, les chemises vertes rassemblent des dizaines de milliers de personnes pendant la crise au nom de la défense de la ruralité. C'est toujours un volcan redouté du pouvoir. L'invariance et l'impôt de trop. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'une allergie à l'impôt des Français dans toute cette histoire des révoltes. Simplement un impôt qui, pour telle ou telle raison, sera incompris comme injuste. Oui, les Français considèrent qu'il faut payer l'impôt, pourvu qu'en échange, on en ait pour son argent. Dans le temps passé, on demande au roi la protection, avec ses armées contre les armées étrangères, contre les bandits de grand chemin, et puis on demande aussi au roi de protéger contre la peste ou contre la famine, puisqu'il est roi de droit divin. Mais quand le roi dit « je vais vous envoyer un impôt de plus », non, ça passe pas. La taille, c'est l'impôt de l'individu en contrat avec le roi. Tout le monde l'accepte. La gabelle, l'impôt sur le sel. Dans les régions où le sel, on le produit près de la mer, c'est un impôt qui est considéré comme injuste et injustifié. On se révolte tout de suite. Quand Colbert invente la taxe sur le papier timbré, donc une sorte de taxe administrative, en 1675, sans respecter les accords entre la monarchie et les provinces, révolte en Bretagne. C'est une atteinte fiscale, c'est une atteinte au droit du Parlement breton. Eh bien, la petite noblesse et le peuple breton se révoltent et ils décident d'adopter comme symbole de ralliement un bonnet rouge. Alors justement, c'est l'affiliation la plus incroyable, puisque là, on les voit. On a le premier révolté des bonnets rouges, 1675. C'est un dessin, bien évidemment, les bonnets rouges bretons. Le symbole est là. Et la filiation historique revendiquée. Les 3 points communs, c'est que ça s'adresse à une Bretagne qui est en crise économique. Au XVIIe, c'est la crise des toiles pour les voiles des bateaux. Et au XXe siècle, c'est la crise, XXIe siècle, la crise de la production de porcs et des abattoirs. Tissu fragilisé, l'impôt de trop, la taxe sur le papier timbré ou bien l'écotaxe pour les bonnets rouges. Et puis, le mépris identitaire. C'est quoi ces Parisiens, ces énarques, ces technocrates qui ne savent même pas comment on vit dans nos provinces? Et ça, on le retrouve tout au long de l'histoire, particulièrement dans des régions qui ont du caractère, comme la Bretagne. Alors, c'est vrai qu'on a cette colère chevillée au corps, on la retrouve, mais est-ce qu'elle est véritablement, spécifiquement française? D'autres pays en Europe, vous y consacrez d'ailleurs un chapitre, ont connu des périodes de tension, y compris après la Révolution française, 1789, 1848 également. Est-ce que c'est pas un peu exagéré de nous vivre comme ça, comme
comme des râleurs, comme des grogneurs, comme des colériques révoltés. C'est pas exagéré. Oui, il y a des révoltes ailleurs. La révolte des Rusto en Allemagne, la révolte des faucheurs en Catalogne espagnole, la révolte de Tyler et des paysans britanniques. Oui. Mais chez nous, c'est notre ADN. Nous sommes une longue chaîne de révoltes dans notre histoire. Pourquoi? Parce que nous nous sommes construits comme État-nation avec un pouvoir central qui étendait son territoire et son pouvoir. De plus en plus loin, de plus en plus fort, jusqu'à la monarchie absolue ou bien la Troisième République qui s'est imposée partout. Les autres pays, c'est pas ça. C'est des principautés en Allemagne, c'est plusieurs nations qui font un Royaume-Uni en Angleterre, en Italie, en Espagne. Ce sont des États qui se sont constitués tardivement à partir d'autonomie. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir vraiment cette histoire qui irradie du centre vers les marches. Et le modèle central impose son système fiscal, son système judiciaire, ses valeurs, son pouvoir. Et donc, il y a des révoltes régulières. Le pouvoir central réprime, puis il écoute. Après la répression, on écoute, on calme, on cherche d'autres chemins, on apaise, et puis on avance. Nous avons donc constitué l'ADN de notre nation par ce moteur à explosion. Révolte, répression, révolte, répression. Parfois, c'est bref, c'est pas si violent, et ça fait avancer les choses. Et parfois, le sang coule. Oui, révolte, répression, compte tenu aussi pas seulement de la question fiscale, la question des territoires. Dans un État si vertical et jacobin, les Girondins se font entendre et il y a encore souvent par les territoires, par les pays, comme on dit aujourd'hui, eh bien, des montées de colère. Bien sûr. Il y a un mélange de révoltes économiques. Quand Louis XIV annexe, après la fin de la guerre de succession d'Espagne, la Catalogne française, il impose la fiscalité française sur ces nouveaux territoires. Et donc la révolte, elle est d'abord pour refuser de payer cet impôt, mais aussi parce qu'ils sentent bien, ces Catalans, que c'est leur identité qui va être écrasée par ceux qui viennent du Nord, par ces Français. Et donc ils se révoltent aussi pour assurer la survie de leur spécificité. Et on a très souvent cela dans les révoltes, un fond identitaire. Il y a des révoltes qui ont débouché, mais 68 par exemple, c'est une révolte qui aboutit à une libération, une révolution? Beaucoup de révoltes, même quand elles échouent, c'est-à-dire qu'elles ne renversent pas le pouvoir, qu'elles sont réprimées, elles laissent des traces. Oui. Ça change un peu la donne. Et puis certaines révoltes ont plus d'influence que d'autres. Par exemple, vous avez mai 68 qui a changé la culture, mais vous avez un jour les sabotiers de Sologne qui se révoltent. Pourquoi? Parce qu'on les oblige à utiliser une petite monnaie qui n'a pas beaucoup de valeur, le liard, que le pouvoir central a décidé de mettre en circulation pour essayer de contrôler la frénésie monétaire. Bon, ils l'utilisent, ils sont obligés, mais ils le déprécient. Quand on dit aujourd'hui ça vaut pas un liard, eh bien ça vient de cela. Donc notre méfiance vis-à-vis des manipulations monétaires du pouvoir central, elle vient aussi de cela. C'est une révolte qui a échoué, les pauvres sabotiers soloniaux, mais dans la mémoire, ça laisse une petite trace. Pour boucler la boucle, vous dites que ces révoltes sont civilisées d'une certaine façon à l'heure des réseaux sociaux, de la mondialisation, de l'État-providence, vraiment? Vous pensez? Oui, ça va plus vite, ça se répand beaucoup plus vite, mais dans un espace peut-être qui est accessible maintenant au débat démocratique. Et le passage à la violence, notamment la violence létale. Je vais tuer l'officier qui représente l'État, ou moi, policier, je vais tuer celui qui se révolte. C'est devenu un tabou, un interdit. Ça pose un problème d'ailleurs, la répression est limitée, on l'a vu avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et puis les révoltés, ils n'osent jamais vraiment aller jusqu'à prendre le pouvoir et faire des dégâts humains. Tant mieux. Nous avons fait un énorme progrès de civilisation. Mais ce moteur à explosion commence à être enfermé dans ce carburateur. On va continuer à avancer comme ça. Merci beaucoup, c'est passionnant. Et c'est la plume de Christophe Barbier que vous allez savourer parce qu'on plonge vraiment avec ce livre « Peuple de colère » chez Fayard au sein de nos grandes colères qui ont jalonné notre histoire.